Merci. Bonjour, merci Jean-François de l'invitation. J'espère que tu ne vas pas le regretter parce que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Je vais surtout vous raconter des histoires. Donc en gros, quelques chiffres, mais enfin, ils ont leur intérêt assez limité quand même. Le sous-dural aigu, c'est quand même 21% des traumatisés crâniens graves, des traumatisés crâniens graves, oui, 60% des lésions opérées. C'est une mortalité qui reste quand même très élevée. On a parlé des anticoagulants, mais ça, je n'ai pas de référence pour pouvoir en parler, en particulier dans le sujet donné. En imagerie, l'hématome sous-dural aigu, c'est des fois un mystère. Si vous avez en haut à gauche un sous-dural a priori chronique, vous voyez qu'il y a une lame aiguë qui est associée. Ah, mais on ne voit pas la flèche, c'est le laser, pardon. Voilà, ici. À côté, c'est un petit peu la même chose. Est-ce que c'est un sous-dural chronique, très probablement avec une composante aiguë qui entraîne un effet de masse absolument considérable? La situation du patient, vous le savez, peut être très différente en fonction du surtraumatisme ajouté, par exemple, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un état de conscience tout à fait correct. En bas à gauche, le sous-dural chronique très classique, et puis enfin, le sous-dural aigu. On va revoir cette image dans l'histoire tout à l'heure. La physiopathologie, bon, là aussi, vous connaissez tous. Hein, en gros, soit c'est un sous-dural aigu qui vient d'un hématome ou d'une contusion parenchymateuse périphérique et qui file en sous-dural ou en sous-arachnoïdien. C'est souvent associé. Est-ce qu'il y a des mécanismes d'accélération-décélération ou est-ce que c'est un trauma crânien chez un patient sous anticoagulant? Alors, les facteurs pronostiques, ils sont bien connus, ils sont un peu évidents, c'est l'âge, les comorbidités, le score de Glasgow, les pupilles, enfin bref, tout ça n'est pas très, très original. Pour aboutir à des guidelines un peu de ce type-là, basés bien sûr en priorité sur la situation clinique du patient, avec deux décisions extrêmes, l'extrême de l'extrême, l'urgence dépassée, et au contraire la surveillance neurologique qui arrive tout de même dans un bon nombre de cas. Dans l'intermédiaire, c'est la surveillance et la clinique, et on peut se baser effectivement sur les dimensions, les mensurations de l'hématome sous-dural chronique, aigu, de son épaisseur, déplacement de la ligne médiane, de l'évolution en fonction, et ensuite de décider. Avec également une analyse qu'on fait avec vous sur les autres causes qui peuvent entraîner une altération de la conscience dans un contexte de sous-dural aigu repéré sur un scanner initial. Alors, quelques histoires maintenant, puisque quand on gère, et que les recommandations, parfois, sur le terrain, on n'y pense pas trop, et puis on les applique avec vous en fonction des situations qui sont présentées. À gauche, un scanner normal, au milieu, celui du patient de 45 ans qui a un traumatisme crânien grave, avec un traumatisme crânien, non, qui est plutôt pas grave du tout, puisque sévère, enfin, puisqu'à l'admission, il était plutôt Glasgow 13, une aggravation avec une altération de son score de Glasgow, et puis la constitution d'un hématome sous-dural aigu hémisphérique, avec également une hémorragie sous-arachnoïdienne dans la vallée sylvienne, et puis vous voyez un effet de masse qui est très important. L'effet de masse est-il dû uniquement à l'hématome sous-dural aigu? Il est un petit peu inférieur au centimètre dont on parlait tout à l'heure. Il est probablement dû à la conjonction de plusieurs pathologies. C'est la maladie dont vous avez parlé tout à l'heure, traumatisme crânien, il y a plusieurs maladies. Là, dans ces conditions, que va-t-on faire? On a décidé l'évacuation du sous-dural aigu. Comment on décide cette évacuation d'une hématome sous-dural aigu? En gros, il y a deux façons de le faire. On fait une craniotomie, ça c'est clair, ou on fait une craniectomie décompressive. Lequel va être le plus efficace dans ce cas particulier? Ici, on a plutôt décidé de faire une craniectomie décompressive, bien sûr de vider l'hématome sous-dural aigu par la même occasion, mais c'est la craniectomie décompressive qui probablement sera la plus efficace dans la prise en charge du patient. Et ce n'est pas forcément la prise en charge du sous-dural aigu elle-même qui va améliorer la situation. Donc la craniectomie décompressive, il faut, comme il se doit, qu'elle soit faite selon les règles. Alors bien sûr, si on décide en amont de partir sur une craniectomie décompressive, on ne fera pas la même incision cutanée que si on décide d'évacuer simplement un sous-dural avec, voire même un large volet de craniectomie.
éventuellement qu'on ne remet pas à la fin. Souvent, on ne les remet pas dans ces situations-là, mais ce ne sera pas une craniectomie décompressive, ce qui peut amener parfois à des discussions secondaires en cas d'absence d'amélioration, voire d'aggravation par la suite. Autre cas de figure, 35 ans, trauma crânien à haute énergie, un Glasgow initial à 7, un scanner, vous voyez, qui montre là aussi des lésions multiples, un petit hématome de la vallée sylvienne gauche. Il a une grosse lésion d'impact également ici, avec une embarrure, un sous-dural aigu ici. C'est un sous-dural aigu, il a l'apparence d'un extradural, mais compte tenu des contusions de proximité, c'est analysé comme un sous-dural aigu. Est-ce que éventuellement cette lésion va être réséquée? Il se trouve qu'il y a une aggravation neurologique quelques temps après. Vous voyez même, c'est un peu à distance, c'est 48 heures plus tard. En fait, avec toute une conjonction d'œdème cérébral, mais surtout l'aggravation de l'hématome intraparenchymateux. Finalement, après discussion avec vous, la décision a été d'évacuer l'hématome, en fait, l'hématome intraparenchymateux. Rien n'est fait vis-à-vis d'une craniectomie décompressive ou autre. L'évacuation du simple hématome, qui est quand même d'un volume conséquent, va améliorer et va permettre de passer le cap. Il a été inutile, dans ce cas particulier, de passer par une craniectomie beaucoup plus large et l'évacuation des quelques millilitres d'hématome sous-dural aigu que, de toute façon, on n'aurait pas pu évacuer correctement. Autre cas de figure, un patient de 50 ans qui avait cet énorme sous-dural aigu qui répond tout à fait aux recommandations. Il est largement plus d'1 centimètre, avec un effet de masse, avec une déviation de la ligne médiane très importante. On voit même l'engagement ici sur le scanner un peu plus bas situé. D'emblée, j'étais parti pour faire une craniectomie décompressive. A posteriori, il n'y avait pas de lésion associée. Il n'y avait pas de contusion, il n'y avait pas d'œdème associé, du moins sur la première image. On ne peut pas savoir après ce qui va devenir. J'ai fait une craniectomie décompressive. Le soir même, le patient il courait dans sa chambre. Et puis après, il est rentré chez lui avec un trou dans le crâne, quoi, en fait. Il fallait remettre tout ça assez vite. Et c'est un peu une craniectomie par excès, alors que les images initiales étaient particulièrement impressionnantes. La seule chose, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas d'autres lésions associées. C'est peut-être ça qui aurait pu permettre, dans ce cas particulier, de ne faire qu'une incision un peu plus limitée, une craniectomie élargie, mais pas décompressive, et éventuellement de remettre le volet en place après, ou voire le récupérer après, mais pour éviter les énormes craniectomies que l'on fait habituellement, et vous connaissez parfois la suite. Autre situation, alors là, bon, c'est des situations extrêmes. La croix ici au milieu est juste là c'était un système de repérage, mais évidemment, on ne fera pas d'évacuation dans ce cas-là. Le patient est très âgé, la décision n'est pas simple. On pourrait même se demander pourquoi le scanner a été réalisé. Enfin, une autre situation, plus jeune, éthylique chronique, traitement anticoagulant, antiagrégant, un Glasgow qui est plutôt correct, confus, un hématome sous-dural aigu qui est quand même conséquent, pas de déviation de la ligne médiane. Bon, on décide dans ce cas-là plutôt de le surveiller. C'est une surveillance clinique. Et ce qu'on dit souvent, nous, c'est qu'on va surveiller la chronicisation de l'hématome sous-dural aigu. Enfin, s'il passe le cap. Si par contre, il y a une aggravation secondaire clinique, on refera le scanner et on l'évacuera. Mais dans le cas contraire, c'est un patient qui pourra être pris en charge beaucoup plus tard au stade d'hématome déjà lysé ou en voie de chronicisation. Une situation un peu extrême, assez récente, c'est un enfant de 4 ans qui a été retrouvé chez lui après une chute a priori. L'histoire raconte qu'en fait, c'est bien plus ennuyeux que ça. Il arrive à l'hôpital, il va au scanner parce qu'il a été récupéré par le SAMU comateux, et il fait une crise d'épilepsie sur le scanner. On a ce scanner-là, avec, vous voyez, un décollement sous-dural bilatéral. Il y a quand même des lames hémorragiques aiguës un petit peu partout, une petite contusion sous-durale, une petite collection sous-durale ici en occipital. Ce qui a été décidé par mon collègue qui l'a pris en charge initialement, c'est d'évacuer l'hématome, la collection plutôt frontale, par un volet qu'il a choisi plutôt à droite. Qu'est-ce qui s'est passé au bloc opératoire? Un énorme œdème péropératoire. Le cerveau sortait par la craniectomie trop limitée. Donc, panique à bord. Tout le monde était là.
Ce qu'il a fallu faire quand je suis retourné l'aider, c'est faire une craniectomie secondairement, ce qui impose de modifier complètement la technique. Ce n'est pas du tout la même façon de penser quand on part pour une craniectomie décompressive ou une évacuation d'un hématome avec un volet élargi. Donc il a fallu changer la donne, rechanger le champ au risque de respecter la préparation du champ opératoire, puisqu'il faut dégager tout ça pour pouvoir changer l'accès. Finalement, on a fait une craniectomie qui a permis d'améliorer immédiatement la situation. Cet enfant est rentré hier chez lui, après un mois de réanimation pédiatrique. Donc en fait, les histoires sont toutes très différentes. Alors comment se gère un hématome sous-dural aigu? Je dirais avec beaucoup de modestie. D'abord, ça se fait avec vous. Ça se fait bien sûr avec la clinique, mais c'est vous qui nous en donnez les alertes. Il y a la possibilité d'autres armes. Dans le premier cas clinique, on peut aussi passer le cap par une DVE pour diminuer la pression intracrânienne, pas forcément se jeter sur un volume surajouté que peut être une lame d'hématome. Il y a d'autres types d'évacuation. Je vous ai donné un exemple. Il valait mieux évacuer un hématome intra que faire une craniectomie dans le cas que je vous ai présenté tout à l'heure. Les craniectomies associées, là encore, je vous ai dit, c'est une question de technique. Mais si on part d'emblée sur la craniectomie décompressive, ce n'est pas la même façon. C'est pas la même façon de gérer en chirurgie que de faire un large volet d'évacuation. Enfin, le chirurgien, quand on va en bloc pour un sous-dural aigu, on a horreur de ça. Pour aller au bloc pour un extradural, c'est parfait, mais pour un sous-dural aigu, c'est l'horreur. Franchement, pourquoi? À cause de ça. C'est qu'on a des histoires, nous, d'explosion cérébrale, on peut dire ça, mais ça, c'est la tête du chirurgien. Je ne me serais pas permis de dire que c'est un patient, là. Mais voilà ce qui arrive, et là, on est en très, très grande difficulté, vous le savez, quand c'est arrivé au bloc opératoire. Voilà ce que je vous ai montré des histoires de ma vie de neurochirurgien. Merci.